Le vent d'automne soufflait avec douceur sur les collines du Périgord, faisant frissonner les feuilles des chênes et noisetiers qui bordaient les sentiers de terre battue. Claire Moreau, 26 ans, avançait à pas réguliers, un fagot de bois serré contre sa poitrine. Ses bottes usées crissaient sur le gravier humide, et ses doigts rougis par le froid témoignaient d'une vie rude, mais digne. Depuis la mort de sa mère, elle s'occupait seule de la petite ferme familiale à l'écart du village, avec pour seule compagnie son père âgé et parfois la visite de son jeune frère Luc. Ce jour-là, le ciel se couvrait lentement d'un gris pâle, annonçant la pluie. Claire accéléra le pas, ses pensées tournées vers le dîner à préparer, quand elle aperçut quelque chose d'étrange sur le bord de la route, à l'endroit où les arbres se refermaient comme une arche naturelle. Son cœur manqua un battement. Une silhouette gisait là, presque dissimulée sous un manteau de feuilles mortes et de poussière. Elle posa son fagot à terre et s'approcha avec prudence, les sens en alerte. C'était un homme. Étendu sur le côté, le visage à moitié couvert de terre et de sang séché, il respirait faiblement. Ses vêtements, bien que salis et froissés, semblaient avoir été de belle facture. Claire hésita, le regard scrutant les alentours à la recherche d'un signe de danger, mais il n'y avait que le silence des bois. Elle s'accroupit, posa la main sur l'épaule de l'inconnu. « Monsieur ?» murmura-t-elle. Aucune réponse, seule une respiration irrégulière. Elle se releva, l'esprit tourmenté. Devait-elle le laisser là, aller chercher de l'aide? Mais l'hôpital le plus proche se trouvait à plus d'1 heure de marche, et le jour tombait vite. Ce n'était pas un vagabond ordinaire. Il y avait quelque chose de singulier chez lui. Une montre luxueuse pendait à son poignet, maculée de terre. Un médaillon à demi visible dépassait dessous sa chemise. Claire serra les lèvres. Son instinct lui criait de fuir, mais quelque chose en elle refusait d'abandonner un homme dans cet état. Avec effort, elle le redressa partiellement, calant sa tête contre son bras. La lourdeur de son corps l'empêchait de le transporter seule. Elle se leva d'un bond et courut vers la ferme, appelant Luc de toutes ses forces. Le garçon de 18 ans accourut, le visage inquiet. « Viens vite, j'ai besoin de toi. Il y a un homme blessé sur la route. On ne peut pas le laisser là. » Sans poser de questions, Luc suivit sa sœur. Ensemble, ils réussirent à porter l'homme jusqu'à la grange attenante à la maison. Là, ils l'installèrent sur une couche improvisée, faite de paille propre et d'une couverture de laine. Claire nettoya sommairement ses plaies, observant chaque trait de ce visage inconnu. Il avait les traits fins, la mâchoire marquée, une coupe de cheveux soignée malgré la saleté. Ses mains n'étaient pas celles d'un ouvrier. Tout chez lui criait l'incongruité. La nuit tombait quand elle termina de le penser. Luc était retourné auprès du père et Claire restait là, une lampe à la main, assise sur une botte de foin. Elle observait le visage endormi, songeuse. Qui était-il? Que faisait-il là, seul et blessé à des kilomètres de la moindre ville? Une question la rongeait. Était-il un danger ou une victime? Le silence de la grange fut soudain troublé par un gémissement. L'homme bougea légèrement la tête, fronça les sourcils. Claire se redressa, tendue. « Monsieur, vous m'entendez ?» Ses paupières frémirent, puis s'ouvrirent lentement. Des yeux d'un bleu glacial la fixèrent, d'abord perdus, puis animés d'un éclat de confusion. Il tenta de parler, mais seuls des sons rauques sortirent de sa gorge. « N'essayez pas de parler tout de suite, dit-elle doucement. Vous êtes en sécurité. Vous avez été blessé. Je vous ai trouvé sur la route. » Il tenta de se redresser, mais grimaça de douleur et retomba sur la paille. Claire s'approcha et posa une main sur son épaule. « Reposez-vous. Nous parlerons demain. » L'homme ferma de nouveau les yeux, épuisé. Claire resta encore un moment, le regardant comme on observe une énigme. Puis elle souffla la lampe et quitta la grange, laissant derrière elle un inconnu dont l'arrivée allait bientôt bouleverser sa vie entière. Le lendemain matin, le soleil se leva timidement, dissipant la brume légère qui recouvrait les champs. Un silence épais régnait encore sur la ferme des Moreau, seulement brisé par les pas prudents de Claire qui avançait vers la grange. Elle portait une bassine d'eau tiède, des linges propres et un morceau de pain. Toute la nuit, elle avait pensé à cet homme, à son visage étrange, à son arrivée silencieuse, comme une fracture soudaine dans la routine de leur existence simple. Elle avait à peine dormi, l'esprit hanté par 1000 interrogations pratiques, sans jamais céder à des spéculations vides ou des soupçons dramaticaux. Elle voulait des réponses tangibles, rien de plus. Lorsqu'elle entra dans la grange, l'homme était réveillé.
Il l'observait avec un mélange de prudence et de confusion. Son regard, d'un bleu si clair qu'il en paraissait presque translucide, la suivait sans cligner. Claire s'accroupit sans mot dire, posa la bassine près de lui et lui tendit le pain. Il mit quelques secondes avant de réagir, comme s'il cherchait dans sa mémoire le sens de ce geste simple. « Mangez, dit-elle calmement. Vous devez reprendre des forces. » Il prit le morceau avec lenteur, les mains légèrement tremblantes. Il mâcha sans hâte, comme s'il redécouvrait la fonction de se nourrir. Claire l'observait toujours. Il n'avait rien du vagabond ni du criminel. Son attitude, ses mouvements, ses traits même parlèrent d'une éducation raffinée. Et pourtant, il gisait ici, dans sa grange, couvert de plaies, d'ecchymoses et de silence. « Vous souvenez-vous de votre nom ?» demanda-t-elle finalement en essuyant une plaie sur sa tempe. Il cligna des yeux, fixa un point invisible au plafond, puis secoua lentement la tête. « Rien, murmura-t-il. Rien de ce qui précède ce moment. » Sa voix était rauque mais posée. Il parlait un français limpide, sans accent régional, avec une articulation soignée. Claire comprit aussitôt qu'il n'était pas d'ici, pas seulement du village, mais même pas du monde des paysans. Elle avait grandi en entendant les subtilités de ton, les nuances des mots que les gens du sud-ouest utilisaient. Lui n'en faisait pas partie. « Comment suis-je arrivé ici ?» demanda-t-il. « Je vous ai trouvé sur la route, à 2 kilomètres d'ici, près du vieux bosquet. Vous étiez inconscient, seul, aucune trace de voiture, ni de bagages. » Il sembla réfléchir, son front se plissant. Il porta instinctivement la main à sa poche intérieure, y découvrit des papiers froissés. Claire les avait vus la veille, mais n'y avait pas touché. Il les sortit. Un morceau de carte d'identité arraché, illisible, un ticket de train pour une date antérieure et un papier griffonné d'un seul mot. « Chambre 12, Hôtel Mirabeau. »« Cela ne me dit rien, murmura-t-il. »« Mais ce nom, Julien, je crois que c'est le mien. » Claire le regarda, surprise. Il n'en était pas sûr, mais semblait prêt à s'y accrocher. Elle acquiesça. « Très bien, Julien. Nous utiliserons ce nom pour le moment. » Il hocha la tête, soulagé d'avoir au moins une étiquette à poser sur son propre visage. Puis il sembla se souvenir de quelque chose. Il tâta son poignet gauche, où pendait toujours la montre que Claire n'avait pas osé retirer. Elle était luxueuse, ancienne, mais en parfait état, malgré les éraflures dues à sa chute. « Cette montre, elle est importante, souffla-t-il. Je ne sais pas pourquoi. » Claire observa l'objet. Elle ne connaissait rien aux marques, mais reconnaissait la finesse d'un objet de valeur. Ce n'était pas le genre de choses qu'on voyait souvent dans leur village. Elle se pencha ensuite pour examiner le médaillon qu'elle avait aperçu sous sa chemise. Elle le tira doucement. C'était un pendentif en or, gravé d'un blason délicat. Un bouclier surmonté de 2 lions et d'une devise latine partiellement effacée. Claire sentit un frisson lui parcourir l'échine, non par peur, mais par la reconnaissance silencieuse d'une réalité simple. Cet homme venait d'un monde qui n'était pas le sien. « Ce blason, cela me semble noble, » dit-elle sans détour. Julien ne répondit pas. Il fixait l'objet avec intensité, puis referma la main dessus comme pour le protéger. Claire se redressa, prit les linges sales et se dirigea vers la sortie. Avant de partir, elle se retourna. « Vous pouvez rester ici pour l'instant. Personne ne vient dans cette grange à part moi. Mon père est vieux, il ne posera pas de questions. Mais soyez discret. » Julien hocha la tête, comprenant l'implication. Il était un poids que cette femme venait de prendre sur ses épaules sans rien demander en retour. Ce n'était ni par pitié ni par devoir chrétien, mais par une logique directe. Un homme blessé se soigne, peu importe d'où il vient. Pendant la journée, Claire ne parla de lui à personne, même pas à Luc. Elle se contenta de dire qu'elle avait besoin de la grange pour entreposer du foin. Elle redoubla de vigilance, évitant toute conversation avec les voisins. Le soir venu, elle retourna auprès de Julien, lui apporta un bol de soupe chaude. Il mangea avec plus d'appétit, visiblement moins affaibli. Ils parlèrent peu, mais ce silence n'était pas pesant. Claire l'observait, attentive à ses gestes, à ses réactions. Il semblait surpris par des choses simples, le goût du pain, l'odeur de la terre humide, le bruit du vent. À un moment, il fixa un point dans l'ombre, les yeux agrandis. « J'ai vu une pièce, dit-il, un grand salon, avec des tableaux et un lustre énorme. Des gens parlaient, en costume. Je crois que j'y étais. » Claire sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas une folie, c'était une mémoire, un fragment réel,
non pas embellie ou imaginée. Julien ne brodait pas, il retrouvait un morceau de lui-même, sans l'interpréter. « Peut-être que d'autres souvenirs viendront », répondit-elle calmement. « Reposez-vous. » Cette nuit-là, elle ne dormit pas davantage que la précédente. La présence de Julien dans la grange éveillait en elle quelque chose de difficile à nommer. Ce n'était ni crainte, ni pitié, ni fascination. C'était une conscience aiguë que le réel, tout à coup, avait changé d'échelle. Quelque chose de vaste, peut-être même de dangereux, avait pénétré le calme rigide de leur quotidien. Et désormais, elle en faisait partie. Les jours suivants s'écoulèrent sous une tension croissante, presque imperceptible au début, mais qui prenait racine dans les gestes les plus simples. Claire poursuivait ses tâches quotidiennes avec rigueur, les mains dans la terre, le regard souvent perdu dans l'horizon. Mais son esprit restait en alerte. Julien, lui, récupérait lentement. Ses plaies cicatrisaient, sa démarche devenait plus assurée, bien qu'il restât discret, passant la majorité de ses journées allongées ou assis dans l'ombre de la grange, comme s'il ne voulait pas troubler le monde extérieur par sa présence. Il ne posait pas de questions sur Claire, ni sur le village, ni sur la vie ici. Il se contentait d'écouter, d'observer, comme s'il cherchait à recomposer le puzzle de son identité à travers les détails du monde autour de lui. Le matin du 5e jour, Claire se rendit au marché du village, une corvée qu'elle avait évitée les jours précédents par prudence. Elle s'y présenta avec une attitude mesurée, comme si rien d'inhabituel ne s'était produit dans sa vie récemment. Pourtant, quelque chose clochait dans l'air. Plusieurs regards insistants se tournèrent vers elle. Un groupe d'hommes discutait à voix basse près de l'entrée de la boulangerie, et parmi eux se trouvait un visage inconnu. Grand, bien habillé, au manteau de laine impeccable malgré la poussière du chemin, il détonnait dans le décor rural. Claire l'observa du coin de l'œil tandis qu'elle achetait du pain. L'homme ne disait rien mais sondait les passants avec une précision qui ne relevait pas de la simple curiosité. Plus tard, à la boucherie, elle entendit une rumeur glisser dans une conversation banale. Une femme parlait d'un visiteur venu de la ville, posant des questions sur une disparition. Il aurait montré une photo. Un homme aux yeux clairs, à l'allure distinguée. Claire sentit une bouffée glacée parcourir son échine. Elle ne dit rien, acheva ses courses et quitta le village sans se presser, mais avec une certitude nouvelle. Julien était recherché, et pas seulement par hasard. De retour à la ferme, elle s'assura que personne ne l'avait suivi, puis alla directement à la grange. Julien lisait un vieux manuel agricole trouvé parmi les affaires de son père. Elle referma la porte derrière elle, posa le panier et s'approcha de lui. « Quelqu'un te cherche », dit-elle d'une voix neutre. « Un homme, bien habillé. Il montre une photo qui te ressemble. » Julien leva les yeux, le visage impassible, mais son regard trahissait une inquiétude soudaine. Est-ce qu'il a dit pourquoi? Il parle d'une disparition. Il pose des questions discrètement, mais il est clair qu'il sait ce qu'il cherche. Julien se leva lentement, la mâchoire serrée. Je ne sais toujours pas qui je suis, Claire, mais ce que je ressens, c'est que je ne dois pas être trouvé. Pas encore. Il y eut un silence. Claire observait cet homme sans nom, debout dans sa grange, et comprenait que les choses s'accéléraient. Elle n'avait jamais cherché les complications, encore moins les secrets d'autrui. Mais désormais, elle en faisait partie. Son choix initial, celui de ne pas l'abandonner, l'avait placée dans une position risquée. « Ce que je ne comprends pas, dit-elle enfin, c'est pourquoi quelqu'un comme toi, avec cette montre, ce médaillon, ces manières, se retrouverait au bord d'une route en sang, sans mémoire. » Julien secoua la tête, impuissant. « Peut-être que j'ai vu quelque chose, ou su quelque chose, ou fait confiance à la mauvaise personne. » Il parlait avec une lucidité tranquille, comme si accepter son ignorance était devenu une forme de stratégie. Claire, elle, était partagée. Une part d'elle voulait le pousser à fuir loin d'ici, à disparaître avant que les choses ne dégénèrent. Une autre part refusait d'abandonner ce qu'elle avait commencé. La loyauté chez elle n'était pas une posture morale, mais une forme de cohérence. Le soir même, alors que Luc revenait de ses travaux dans les champs, il mentionna un détail troublant. Un inconnu l'avait abordé près du lavoir, lui demandant s'il connaissait les familles du coin. L'homme avait sorti un carnet, pris des notes. Il avait évoqué un héritier disparu, sans jamais donner de nom. Luc, naïf, mais pas stupide, avait répondu vaguement, mais il avait été frappé par l'insistance de l'étranger. Claire ne lui dit rien sur Julien, mais son cœur battait plus fort à chaque mot. À la grange, elle retrouva Julien en train d'écrire.
Il griffonnait des mots, des noms, des bribes de phrases sur une feuille. Lorsqu'elle s'approcha, il la laissa lire sans gêne. On y lisait « Salon »,« Lustre »,« Gants blancs »,« Voix grave »,« Étienne »,« Médaillon »,« Salle des glaces »,« Trahison ». Aucun de ces mots n'avait de lien apparent, mais tous semblaient surgir de quelque chose de réel. Claire les lut en silence, consciente qu'ils formaient peut-être la clé d'un passé complexe. « Tu crois que ce nom, Étienne, est important ?» Julien hocha la tête. « Je crois qu'il me faisait confiance, ou que je lui faisais confiance, et que j'ai eu tort. Il n'y avait pas de pathos dans sa voix, seulement une détermination naissante. La mémoire revenait par fragments, mais chaque fragment apportait avec lui une tension nouvelle. Claire le savait désormais. Ce n'était pas un homme ordinaire. Il avait une histoire, et cette histoire était assez importante pour que des étrangers viennent jusqu'à ce coin reculé du Périgord poser des questions à voix basse. Le lendemain, la voiture noire apparut. Claire la vit depuis la fenêtre de la cuisine, garée en bas du chemin à bonne distance. Elle n'avait pas le sigle des gendarmes, ni celui d'un service connu. Elle resta là une dizaine de minutes, sans que personne n'en descende, puis repartit lentement. Elle ne dit rien à Luc ni à son père, mais courut prévenir Julien. Il comprit immédiatement que le temps du calme était terminé. Ce soir-là, ils parlèrent plus franchement. Claire lui demanda ce qu'il voulait faire. Julien répondit qu'il devait rester caché, mais aussi chercher à comprendre. Il avait besoin de retrouver sa mémoire, mais aussi de savoir pourquoi elle lui avait été arrachée. Elle hocha la tête. Elle comprenait, sans pouvoir expliquer pourquoi. Et surtout, elle savait qu'à partir de ce moment, leur quotidien ne leur appartenait plus entièrement. La nuit était tombée tôt ce jour-là, enveloppant les collines du Périgord d'un voile épais presque oppressant. Le vent soufflait sans violence, mais avec une insistance qui faisait frissonner les volets mal ajustés de la vieille ferme. Claire venait de terminer les tâches du soir. Son père dormait profondément après le souper et Luc s'était enfermé dans la remise pour réparer un outil. Le calme habituel de la campagne, pourtant, semblait chargé d'une tension sourde. Depuis l'apparition de la voiture noire et la présence de cet homme inconnu au village, chaque bruit dans l'obscurité semblait porteur d'une menace. Claire entra dans la grange en silence. Julien était assis contre le mur du fond, les jambes tendues devant lui, les bras croisés. Il leva les yeux vers elle sans sourire. Son visage, désormais presque guéri, conservait une expression figée, comme si le moindre relâchement pouvait faire surgir une douleur plus profonde. Elle s'assit à côté de lui sans dire un mot. Elle lui tendit une tasse de tisane fumante. Il la prit sans protester, la tenant dans ses mains sans y goûter immédiatement. « Il faut que je te demande quelque chose », dit-il soudain, la voix basse, presque étouffée. Claire tourna la tête vers lui. Elle attendit, attentive, sans interrompre. « Je veux que tu ne dises à personne que je suis ici. Pas même à ton frère, pas à ton père, à personne. Je sais que tu ne m'as pas encore trahi et je te suis reconnaissant. Mais ce que j'ai senti aujourd'hui, ce n'est pas fini. Il me cherche et je n'ai pas le luxe d'être retrouvé maintenant. » Il marqua une pause. Claire ne répondit pas immédiatement. Elle comprenait parfaitement l'enjeu. Elle avait déjà pris le risque de l'héberger, de le soigner, de le cacher. Mais garder ce silence même face à sa propre famille, c'était franchir une ligne différente. Cela signifiait entrer dans un secret profond, volontairement, sans détour. « D'accord, » dit-elle enfin, « mais je veux comprendre pourquoi. Pas qui tu es, pas encore. Mais pourquoi ce silence est vital ?» Julien resta silencieux. Il tourna la tasse dans ses mains, comme pour gagner du temps, puis parla d'une voix presque mécanique. « Il y a des images, des sons, qui reviennent parfois, comme des flashs, pas des rêves, des souvenirs, mais déconnectés. Un salon vaste, doré, une réunion. Des gens bien habillés, très formels. Je suis là, je parle, je signe quelque chose. Puis, une voix me dit de me méfier. Trop tard, je tombe, je ne vois plus rien. » Claire l'écoutait sans l'interrompre. Il ne brodait rien. Chaque mot semblait tiré d'une mémoire fracturée mais cohérente. « Tu crois avoir été trahi ? Je ne crois pas, je le sais. Il y avait quelqu'un près de moi, un homme, une main sur mon épaule. Il disait que tout était réglé, que nous avions réussi. Et juste après, je suis tombé, pas physiquement, mais dans un vide. Puis je me suis réveillé ici. Et le nom Étienne. » Julien ferma les yeux une seconde. Il revient souvent. Étienne.
Ce n'est pas un ennemi inconnu, c'est un visage familier, peut-être même un parent. Mais je sens une tension, un conflit. Ce nom me brûle. Ce n'est pas un souvenir tendre. Il se leva, fit quelques pas dans la grange, les bras croisés derrière le dos. Je ne peux pas encore fuir. Si je pars maintenant, je fuis sans armes, sans identité. Je dois comprendre avant et pour ça, j'ai besoin de toi. Du silence, de cet endroit. Claire sentit le poids de cette demande. Elle n'avait rien demandé. Elle n'avait pas cherché à se mêler d'une histoire qui ne lui appartenait pas. Pourtant, depuis qu'elle avait posé les yeux sur cet homme inconscient au bord de la route, elle savait que rien ne serait plus simple. Elle n'avait pas été conduite par la pitié, mais par un sens brut de ce qui devait être fait. Maintenant, elle comprenait que cette décision initiale l'entraînait plus loin qu'elle ne l'aurait cru. « Très bien, » répondit-elle simplement. « Personne ne saura que tu es là, mais s'il s'approche trop, tu devras partir. Je ne mettrai pas Luc en danger. » Julien acquiesça. Le pacte était scellé. Durant les jours suivants, ils s'organisèrent avec plus de méthode. Claire lui apportait de quoi manger à des heures irrégulières, pour ne pas éveiller de soupçons. Elle gardait toujours un œil sur la route depuis la cuisine, surveillant les allées et venues. Julien, de son côté, notait tout ce dont il se souvenait dans un vieux cahier. Chaque mot inscrit était pesé, vérifié, comparé. Pas une once d'imagination. Il ne cherchait pas à reconstruire ce qu'il aurait voulu être, mais à retrouver exactement ce qu'il avait été. Certains soirs, il restait assis en silence, et des fragments de phrases lui revenaient, comme si son esprit triait dans l'ombre. Il écrivait « assemblée »,« vote »,« mémoire »,« héritage »,« danger », puis il soulignait certains mots, en reliait d'autres. Claire ne demandait pas toujours de précision. Elle respectait le processus. Un soir, alors qu'elle s'apprêtait à refermer la porte de la grange, Julien l'appela. « Claire, merci. » Elle s'arrêta, surprise par le ton. « Pas seulement pour m'avoir trouvé, mais pour ne pas chercher à faire de moi ce que tu veux que je sois. Tu m'as laissé être une énigme, et c'est ce dont j'avais besoin. » Elle le regarda dans la pénombre. « Je n'ai pas besoin que tu sois quelqu'un d'autre, juste que tu sois digne de la confiance que je te donne. » Il hocha la tête. Il savait ce que cela représentait. Pas un serment, pas une promesse solennelle, juste une exigence claire. Ne pas trahir le silence offert, ne pas tourner cette protection en poison. Ce fut cette nuit-là que Julien eut un souvenir plus clair, différent. Il rêva, non pas de scènes floues ou d'échos lointains, mais d'un salon orné, où une carte était posée sur une table. Il la tenait en main, la montrait à un homme plus âgé. L'homme portait une chevalière au doigt, et dans un coin de la pièce, accroché au mur, le même blason que celui du médaillon. Le lendemain, il le dessina de mémoire. Claire le reconnut immédiatement. Il n'y avait plus de doute. Julien appartenait à une famille de haut rang. Mais dans ce monde-là, une trahison ne relevait pas de l'honneur. Elle avait souvent des causes bien plus pratiques. Argent, pouvoir, héritage. Et désormais, elle savait que ce n'était plus seulement une histoire d'amnésie. C'était une lutte pour une vérité enfouie, une vérité que, tôt ou tard, quelqu'un essaierait de faire taire. Le 7e jour depuis la découverte de Julien marqua une rupture silencieuse mais irrévocable dans l'équilibre fragile que Claire s'efforçait de maintenir. Les matins jusque-là rythmés par le chant des coqs, le pas lent du père dans la cour et les gestes méthodiques de Luc dans les champs furent troublés par une tension invisible, presque palpable, qui avait pris racine dans les murs de la ferme. Claire la sentait à chaque regard qu'elle lançait vers la route, à chaque mot qu'elle évitait de dire. Julien, toujours dissimulé dans la grange, continuait à écrire, à noter, à recoller des fragments épars de souvenirs, mais l'urgence qui émanait de ses gestes n'était plus la même. Il savait, elle aussi, que le temps qu'on leur accordait s'épuisait. Ce matin-là, Luc revint du village plus tôt que d'habitude, les bottes couvertes de poussière et les mains serrées sur un vieux journal roulé qu'il agita dès qu'il aperçut sa sœur. Il avait cette expression entre excitation et incompréhension, ce mélange particulier qu'on ne trouve que chez ceux qui sentent la gravité de quelque chose sans encore en mesurer toute l'ampleur. « Regarde ça », dit-il en tendant le journal. Il était à la caisse de la boutique de M. Arnaud. « J'ai cru rêver. » Claire le prit sans un mot. Le papier était froissé, mais le titre en majuscule sautait aux yeux. « Armand de Valmont disparu, l'héritier de l'une des familles les plus anciennes de France introuvable depuis 8 jours. » Juste en dessous, une photographie, un visage, celui de Julien.
Le même regard clair, les mêmes traits déterminés. Aucun doute possible. Son cœur se serra. Elle sentit immédiatement que tout venait de basculer. Elle ne pouvait pas l'ignorer. Elle tenait caché dans sa grange non seulement un homme blessé, amnésique, mais aussi un membre d'une des familles les plus influentes du pays, un Valmont. Le nom résonnait en elle comme un avertissement. Elle connaissait, comme tout le monde, les grands noms de l'aristocratie française, ceux dont on ne croisait jamais les membres mais dont les histoires emplissaient parfois les pages des journaux ou les conversations des anciens dans les bistrots. Les Valmont faisaient partie de cette caste distante, presque étrangère, mais puissamment enracinée dans l'histoire. Elle plia le journal, le garda contre elle. Luc, intrigué par son silence, insista. « Tu trouves pas qu'il ressemble à... enfin, au gars que tu as croisé l'autre jour en revenant du bois? Celui qui avait l'air perdu ?» Claire se força à hausser les épaules. Tous les visages se ressemblent sur du papier. Et ce n'était qu'un passant. Elle tourna les talons sans en dire davantage, serrant le journal dans sa main comme on tiendrait une vérité dangereuse. Elle traversa la cour, entra dans la grange. Julien se leva en la voyant. Elle ne dit rien. Elle posa le journal sur la botte de foin près de lui, le déplia à la bonne page. Il lut, longuement. Son visage resta figé, mais son souffle se fit plus court. Ses doigts frôlèrent à sa propre photo, comme s'il peinait à croire ce qu'il voyait. Le texte mentionnait son nom complet. Armand de Valmont, né à Paris, diplômé de plusieurs grandes écoles, impliqué dans les affaires familiales et dans des projets de développement rural. Une disparition mystérieuse, sans indice apparent, suivie de l'ouverture d'une enquête discrète mais déterminée. La dernière fois qu'on l'avait vu, il quittait une réunion dans un hôtel parisien, seul. « Armand, murmura-t-il, c'est moi, je le sens. Ce n'est pas un choc, c'est une confirmation. » Claire observait son visage. Il ne semblait pas abasourdi ni effrayé. Au contraire, un calme nouveau émanait de lui, comme si mettre un nom sur son propre corps lui rendait une part de pouvoir. Mais elle savait que cette reconnaissance n'était pas un soulagement. Elle ouvrait une porte et derrière cette porte, il y avait probablement bien plus que ce que le journal osait dire. « Tu n'es pas juste un héritier », constata-t-elle. « Tu es un homme dont la disparition inquiète l'État, les médias. Si tu es retrouvé ici, ils ne se demanderont pas comment tu as été blessé. Ils se demanderont qui t'a caché. » Julien ne répondit pas tout de suite. Il reprenait la lecture, ligne après ligne, comme pour chercher ce qui n'était pas dit, ce qui avait été effacé entre les lignes. Finalement, il leva les yeux vers elle. « Ce nom, Étienne, il n'apparaît pas ici, mais je sais maintenant qu'il est lié à cette disparition. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas une fuite. Quelqu'un a voulu que je disparaisse. Un membre de ta propre famille? Peut-être. Quelqu'un qui avait intérêt à ce que je sois absent. Définitivement absent. » Claire resta silencieuse. Elle sentait que la suite serait déterminante. Ce n'était plus un mystère à résoudre dans l'ombre d'une grange. C'était une menace réelle portée par des intérêts, par une dynamique de pouvoir bien plus vaste qu'eux. Elle repensa aux hommes vus au village. Ils n'étaient pas simplement des curieux. Ils faisaient partie de quelque chose de plus structuré. Et désormais, si l'un d'eux revenait ici et découvrait Julien, non, découvrait Armand, les conséquences ne seraient plus seulement personnelles. « Tu dois partir d'ici, » dit-elle enfin. « Pas fuir, mais trouver un endroit où tu pourras comprendre sans nous exposer. » Julien baissa les yeux. Il savait qu'elle avait raison. Il ne pouvait plus rester caché comme un fugitif anonyme. Il devait retrouver la mémoire entièrement, retrouver les faits. Et pour cela, il fallait remonter à ses propres origines, revenir sur les traces d'Armand de Valmont, comprendre ce qui avait conduit un homme comme lui, habitué au salon et aux stratégies, à finir couvert de sang sur une route déserte. Mais il y avait une chose que Claire ne dit pas, qu'elle se força à enfouir au fond de sa conscience. Le lien qui s'était tissé entre eux, fragile, imprévu, devenait une faille. Elle n'avait pas cherché à s'attacher, mais elle n'était pas indifférente. Et elle savait que ce qu'elle faisait, ce qu'elle acceptait de faire encore, n'était plus seulement dicté par la logique ou par le devoir. Cela devenait personnel, et plus dangereux encore. Le calme apparent qui avait subsisté après la découverte du journal se brisa 2 nuits plus tard, à 1 heure, où toute la ferme semblait figée dans un sommeil profond. Le vent s'était levé avec violence, faisant claquer les volets et gémir les vieilles charpentes. Claire, réveillée par un bruit sourd, se leva sans allumer la lampe.
Elle connaissait chaque son de cette maison comme on connaît les battements de son propre cœur, mais ce bruit-là, ce choc étouffé contre la porte du cellier, n'avait rien de familier. Elle traversa le couloir pieds nus, contourna la chambre de son père sans faire craquer le plancher, ouvrit doucement la porte d'entrée et sortit dans la nuit. L'air était tranchant, chargé d'humidité. Elle resta immobile un instant, les sens en alerte. Ce n'était pas le vent, ce n'était pas un animal. Il y avait autre chose, une présence. Son regard se tourna instinctivement vers la grange. Elle marcha lentement, sans bruit, ses doigts crispés autour de la clé qu'elle avait emportée par habitude. Elle n'eut pas besoin d'atteindre la grange pour comprendre. La porte en bois était entr'ouverte. Claire n'avait jamais laissé ce genre de détail au hasard. Elle sentit une montée de froid dans sa poitrine. Elle se précipita, ouvrit doucement la porte. À l'intérieur, tout était plongé dans l'ombre, mais une lampe renversée au sol projetait encore une lueur instable. Julien était debout, adossé au mur, les traits crispés, un manche de bêche dans les mains. « Ils sont venus », murmura-t-il. Claire s'approcha, les yeux déjà habitués à l'obscurité. La grange était en désordre. Des caisses renversées, des ballots de foin déchirés, des empreintes boueuses au sol. Quelqu'un avait fouillé, quelqu'un avait cherché. « Tu les as vus ?» Julien acquiesça, les lèvres serrées. Deux hommes, vêtus sombrement, silencieux. Ils ont ouvert la porte avec une clé. Une vraie clé, pas de force. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Claire sentit une colère froide monter en elle. Ce n'était plus un jeu de cache-cache. Ce n'était plus une affaire d'héritage ou de titre. C'était une chasse. Méthodique, calculée. On avait les moyens, on avait les informations et surtout, on agissait avec l'assurance de ceux qui se savent au-dessus de toute répercussion. « Ils ne m'ont pas vu », poursuivit Julien. Quand la lampe est tombée, l'un d'eux a crié. J'ai bougé dans l'ombre. Ils ont pris peur. Ils sont partis. Mais ils reviendront. Ce n'était pas un hasard. Claire fit un tour rapide du lieu, ramassa les papiers que Julien avait laissés, les enferma dans une boîte. Elle éteignit la lampe et lui fit signe de la suivre. Ils retournèrent à la maison sans un mot. À l'intérieur, elle l'installa dans la vieille cave sous la cuisine, un endroit oublié depuis des années, humide mais hors de vue. Elle y apporta une couverture, une lampe de poche, un peu d'eau. « Tu restes ici cette nuit. Demain, on décide. » Julien obéit. Il savait que les choix faciles étaient derrière eux. Cette nuit-là, Claire ne dormit pas. Elle resta assise près de la fenêtre, guettant le moindre bruit, le moindre éclat de phare. Le journal posé sur la table lui rappelait chaque seconde que celui qu'elle hébergeait n'était plus un homme anonyme. Il s'appelait Armand de Valmont. Et si deux hommes, à la solde de quelqu'un, avaient pénétré chez elle sans forcer la serrure, cela signifiait une chose, quelqu'un quelque part voulait s'assurer que cet Armand-là ne reparaisse jamais. Le matin apporta une lumière terne, mais le danger n'avait pas disparu avec l'aube. Claire descendit à la cave. Julien était éveillé. Il avait les traits tirés, mais l'œil clair. « Cette attaque m'a rappelé quelque chose », dit-il d'emblée. « Ce n'était pas la première fois que je voyais ces hommes. Je ne connais pas leur nom, mais leur visage, leur manière de se déplacer. C'est familier. Des employés? Des gardes du corps? Non. Trop discret pour ça. Trop professionnel. Je crois que j'ai été surveillé avant ma disparition. » Claire le regarda sans ciller. Tout devenait plus clair, mais aussi plus grave. « Tu penses que quelqu'un dans ta propre famille a payé ces gens pour te faire disparaître ?» Julien ne répondit pas tout de suite. Il passa une main dans ses cheveux, cherchant à ordonner ses idées. « Ce nom, Étienne, il revient souvent. Je crois que c'est un cousin, peut-être plus. Un homme brillant, ambitieux. Nous n'avions pas les mêmes idées. Moi, je parlais de réforme, d'ouvrir la gestion du patrimoine familial à plus de transparence, de redistribuer une partie des terres. Lui voyait ça comme une trahison. Donc, s'il te fait disparaître, il prend ta place. Exactement. Et avec elle, tout ce qui va avec. Titre, propriété, pouvoir de décision. Ce n'est pas une question de vengeance. C'est une stratégie. Claire se redressa. Elle avait entendu ce qu'elle devait entendre. Alors, on n'attend plus. Tu ne peux pas rester ici. Ce n'est pas seulement toi qu'ils mettent en danger. C'est mon père. C'est Luc. C'est moi. On part ce soir. On trouvera un endroit où ils ne penseront pas te chercher. Julien la fixa. Où? Bordeaux. C'est une grande ville, assez proche. On peut y passer inaperçu quelques jours.
Là-bas, tu pourras chercher des informations, peut-être même un contact sûr. Et comment allons-nous faire? Je suis recherché. Ma photo est partout. On dira que tu es mon cousin, que tu viens de l'Est. On évitera les gares principales. Et surtout, tu changes de vêtements. Tu ne ressembles plus à Armand de Valmont. Il esquissa un sourire triste. Et tu penses que ça suffira? Non, mais c'est ce qu'on a. Ils passèrent la journée à se préparer. Claire récupéra des vêtements simples de Luc, coupa légèrement les cheveux de Julien, cacha le médaillon dans une doublure de veste. Ils emballèrent quelques affaires, laissèrent des instructions simples à leur père, sans trop en dire. Luc, inquiet, observa sa sœur avec méfiance, mais ne posa pas de questions. Au crépuscule, ils partirent, un sac chacun, et une route en direction de l'inconnu. Julien n'était plus seulement un homme amnésique, il était une cible vivante, et la vérité qu'il portait en lui pouvait encore tout changer. Mais avant cela, il fallait survivre, comprendre, et surtout ne jamais baisser la garde. Le départ de la ferme se fit sans adieu ni discours. Claire avait glissé une lettre succincte sous la porte de la cuisine pour son père, lui indiquant qu'elle partait quelques jours pour une affaire urgente et qu'il ne devait s'inquiéter de rien. Elle savait que Luc comprendrait en silence, sans chercher à percer le mystère, du moins pour un temps. Ils prirent le chemin de traverse en direction de l'ouest, longeant les bois denses du Périgord pour éviter les routes principales. Leur but était simple: atteindre la gare secondaire d'un petit bourg, prendre un train pour une ville plus grande, puis rejoindre Bordeaux, où ils pourraient disparaître dans la foule et espérer comprendre davantage les enjeux qui entouraient la disparition de Julien, ou plutôt d'Armand de Valmont. Claire avait emprunté une vieille charrette à un voisin qu'elle savait absent. Ils marchèrent à côté de l'âne pendant 2 heures, parlant peu, économisant leur souffle et leur énergie. Julien portait des vêtements simples, un bonnet couvrant ses cheveux courts, le médaillon bien dissimulé dans une couture intérieure. La lumière était faible, filtrée par les feuillages jaunis de l'automne, et l'odeur de l'humus mêlée à celle des feuilles mortes créait un voile de mélancolie sur leur avancée. Peu après midi, alors qu'ils faisaient halte près d'un petit ruisseau pour boire et se reposer, Julien remarqua une enseigne en bois délavé, suspendue au-dessus d'un café abandonné. Il s'approcha, les yeux fixés sur le nom peint en lettres usées, d'Aubigny. Claire l'observa, intriguée. Ce nom n'était pas inconnu pour elle, mais elle n'aurait su dire pourquoi. Julien, lui, resta figé. « Ce nom, murmura-t-il, je l'ai déjà vu. Pas ici. À Paris, lors d'une réunion. C'était une réunion privée, dans une salle feutrée. Des hommes parlaient à voix basse. Il y avait des documents, un accord, et ce nom revenait dans la conversation. Claire s'approcha. « Tu te souviens du contexte ?» Julien fronça les sourcils, ferma les yeux un instant. Il y avait une tension. Quelqu'un insistait pour que je signe quelque chose. Je refusais. Le nom d'Aubigny était sur la couverture d'un dossier. Il s'agissait de terre. Et il y avait Étienne. Je suis sûr maintenant qu'il y était aussi. Il me parlait comme un frère, mais son regard me trahissait. Il s'interrompit, rouvrit les yeux, comme s'il venait de comprendre quelque chose de fondamental. C'est là que tout a commencé, Claire. Ce n'était pas une réunion anodine. Il y avait des enjeux politiques, financiers. Ce nom n'est pas celui d'un village ou d'un commerce. C'est un nom de famille, puissant, étroitement lié à la mienne. Claire se redressa, reprenant la marche. Julien la suivit, le regard sombre. « Alors tu as refusé un accord, et quelques jours plus tard, on a tenté de t'éliminer. » « Oui, et ce refus a probablement mis en péril un plan soigneusement préparé. Peut-être depuis des mois. Je n'étais pas simplement un obstacle, j'étais la dernière pierre à faire tomber pour qu'un autre puisse prendre ma place. » Ils atteignirent la petite gare en fin d'après-midi, une structure ancienne, presque abandonnée, où ne s'arrêtait qu'un train régional en fin de journée. Claire acheta 2 billets pour Bordeaux, prétendant que son cousin de l'Est venait l'aider à déménager. Le contrôleur ne posa pas de questions. Le train arriva avec un retard habituel. Ils montèrent à bord, prirent place dans un compartiment vide. Claire observait chaque passager, chaque mouvement suspect. Julien gardait les yeux baissés, tentant de se fondre dans le rôle qu'il devait jouer. Le train roula sans encombre pendant 1 heure. Puis à l'approche d'une gare intermédiaire, tout bascula. 3 hommes montèrent dans le wagon. Ils n'étaient pas en uniforme, mais leur attitude trahissait une coordination silencieuse. L'un d'eux portait une oreillette dissimulée. Claire comprit immédiatement. Elle jeta un regard à Julien qui, sans un mot, comprit à son tour.
Il n'avait que quelques secondes. Sans attendre, Claire se leva, fit mine de chercher quelque chose dans le couloir. Quand les hommes s'approchèrent de la porte du compartiment, elle cria « Au feu !» en direction du contrôleur, puis saisit Julien par le bras et le tira vers la sortie de secours du wagon. Le train venait de ralentir en abordant un virage. Elle ouvrit la porte latérale avec effort. Le vent s'engouffra, glacé. Julien hésita un instant, puis sauta. Elle le suivit, roulant dans une pente herbeuse jusqu'à un fossé. Les coups de sifflet, les cris, les freins du train, tout devint confus. Ils coururent, sans se retourner, à travers un champ détrempé, puis s'enfoncèrent dans une forêt de chênes. La lumière tombait déjà, et leurs vêtements, couverts de boue, les camouflaient presque entièrement. Ils coururent jusqu'à ce que leurs jambes ne les portent plus. Au milieu de la nuit, ils trouvèrent un ancien hameau, presque en ruine, à l'abandon depuis des décennies. Ils se réfugièrent dans l'un des bâtiments aux murs encore solides. Claire, haletante, referma la porte branlante et s'écroula au sol. Julien s'assit à côté d'elle, le visage couvert de sueur, mais les yeux brillants. « On savait qu'il viendrait », murmura-t-il, « mais pas si vite, pas avec autant de précision. » Quelqu'un a parlé. Claire hocha la tête. Il n'avait plus aucun doute. Il y avait une chasse orchestrée, et les moyens déployés n'étaient pas ceux de simples détectives privés. C'était une opération ciblée, planifiée, avec des relais dans les gares, peut-être même dans l'administration. Julien ferma les yeux. Dans le train, en fuyant, j'ai eu un autre souvenir. Ce nom, Étienne, il m'appelait par mon titre. Comte. Il me disait que la nouvelle génération devait prendre la relève. Mais il n'en parlait pas de lui. Il parlait de moi. Comme si j'étais le symbole à maintenir tant que je servais son plan. Claire comprenait maintenant la mécanique. Julien, ou plutôt Armand, avait été un pion stratégique, destiné à incarner une certaine continuité aristocratique, utile à des intérêts bien au-delà de la famille. Et quand il avait refusé de jouer ce rôle, on avait tenté de le faire disparaître, effacer le visage, conserver l'image. La nuit fut longue. Ils se relayèrent pour monter la garde. Aucun des deux ne dormit vraiment. À l'aube, Claire prit une décision. On ne peut plus improviser. Il faut remonter la piste depuis le début, revenir aux lieux qui t'appartiennent, là où se trouve la vérité. Julien la regarda. Et si on n'aime pas ce qu'on y trouve, il vaut mieux faire face que vivre poursuivi par des ombres. Il acquiesça. Il savait maintenant que le nom Valmont n'était pas qu'un nom. C'était une promesse, un poids, une cible. Et le seul moyen d'échapper au piège, c'était d'ouvrir la porte qu'on avait tenté de refermer sur lui. Au matin du 4e jour de cavale, Julien et Claire reprirent leur route, quittant le hameau en ruine à la première lueur du jour. Le froid mordait les doigts, la boue collait aux semelles, et chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Pourtant, aucun des deux ne se plaignit. Ils savaient que rester sur place, aussi discret que l'endroit ait pu paraître, était devenu trop dangereux. Les hommes qui les avaient poursuivis dans le train ne les retrouveraient peut-être pas tout de suite, mais il était insensé de croire qu'ils s'arrêteraient après un échec. Ce genre de mission ne s'arrêtait pas sur une fuite improvisée. Elle se poursuivait obstinée jusqu'à l'objectif atteint. Ils marchèrent pendant près de 2 heures à travers un chemin forestier avant d'arriver à une départementale. Là, Claire héla un camion de livraison en feignant une panne de véhicule plus loin. Le chauffeur, un homme d'une 50aine d'années au regard fatigué, accepta de les prendre à l'arrière sans poser de questions. Ils parcoururent ainsi une centaine de kilomètres jusqu'à une gare de province où, cette fois, Claire prit les devants. Elle acheta des billets pour une direction détournée, non Bordeaux comme prévu initialement, mais La Rochelle, plus à l'ouest où, selon les souvenirs de Julien, se trouvait une ancienne propriété des Valmont. Il ne s'agissait pas du domaine principal, mais d'une maison de campagne, un lieu secondaire qu'on n'utilisait plus guère, surtout depuis le décès de sa mère. Ce choix n'était pas improvisé. Sur la route, Julien avait évoqué un souvenir qui lui était revenu en marchant. Il se souvenait d'un coffre dissimulé derrière une cloison de bois dans la bibliothèque de la maison de La Rochelle. Il se rappelait y avoir placé un dossier, une fois, en toute discrétion. Un dossier qui lui avait été remis par un homme de confiance, contenant des copies de documents juridiques et des lettres manuscrites qu'il avait jugées sensibles. Il ne savait plus exactement ce qu'elles contenaient, mais il savait que ce jour-là, il avait décidé de ne rien dire à personne, pas même à Étienne.
Ce simple détail avait fait naître chez Claire un sentiment nouveau. Pour la première fois depuis qu'elle avait trouvé Julien sur le bord de la route, elle sentit qu'il n'était plus dans une posture de fuite, mais bien dans une tentative de contre-attaque. Si ces documents existaient toujours, ils pourraient changer la donne. Et si leur contenu impliquait effectivement des membres de la famille Valmont dans une manœuvre pour écarter Armand, alors il fallait les retrouver à tout prix. Le train qu'ils prirent à la gare secondaire était un ancien modèle à compartiment, presque vide. Une aubaine, pensait Claire. Moins de passagers, moins de risques. Ils s'installèrent à l'arrière, près des toilettes, dans un compartiment fermé, qu'ils verrouillèrent discrètement. Le trajet devait durer 2h30. Ils restèrent silencieux la première heure, l'un regardant par la fenêtre, l'autre surveillant les bruits du couloir. Mais une halte imprévue bouleversa tout. Le train ralentit et s'arrêta dans une petite gare qui n'était pas mentionnée sur l'itinéraire. Claire fronça les sourcils. Julien se raidit immédiatement. 2 silhouettes montèrent à bord, passant rapidement devant les vitres des compartiments. Leurs gestes étaient assurés. Leurs yeux balayaient les wagons comme ceux d'hommes habitués à chercher sans se faire remarquer. L'un d'eux portait un sac à dos militaire. L'autre avait un manteau long, bien taillé. Claire reconnut le deuxième. C'était le même homme qu'elle avait vu au village, quelques jours plus tôt, celui qui posait des questions sous couvert de politesse. Sans hésiter, elle murmura à Julien « Ils sont là, encore eux ». Julien ne demanda rien. Il ouvrit discrètement la fenêtre coulissante du compartiment. Derrière eux, les bois longeaient les rails. Une descente rapide pouvait être dangereuse, mais possible. Claire ouvrit son sac, saisit un petit couteau de cuisine qu'elle avait emporté pour couper du pain et le serra dans sa manche. Ils entendirent des pas approcher, le claquement sec de la poignée, un souffle contre la porte. Elle se leva brusquement, ouvrit la porte du compartiment avant que les hommes ne le fassent. Le choc de cette initiative les déstabilisa. Julien en profita pour frapper l'un des deux au torse avec l'épaule, le projetant contre la cloison. L'autre réagit rapidement, mais Claire était déjà en mouvement. Elle planta la lame dans le bras de l'agresseur, pas assez profondément pour blesser gravement, mais suffisamment pour désarmer. La confusion dura moins de 30 secondes. Les cris attirèrent le contrôleur, mais Claire et Julien avaient déjà sauté du train. Ils roulèrent dans un talus, heurtèrent des branches, se relevèrent péniblement et s'enfoncèrent dans les bois. Le train repartit sans eux. Ils marchèrent pendant plus d'1 heure, écorchés, haletants, jusqu'à ce qu'ils trouvent une cabane de chasse abandonnée. À l'intérieur, un matelas moisi, une vieille table, quelques boîtes rouillées. Ce fut suffisant. Julien s'assit, les bras tremblants. Claire lava ses mains avec de l'eau croupie et s'assit face à lui. « C'était organisé », dit-il entre 2 souffles. « Ce n'était pas une coïncidence. Ils savaient que nous avions changé de direction. Quelqu'un les informe. Ils sont trop précis. Alors on ne peut faire confiance à personne. Sauf à toi, répondit Claire sans détour. Il la fixa reconnaissant. Et à toi? Un silence s'installa. Puis Julien reprit. En fuyant, dans le wagon, j'ai eu une autre réminiscence. Un nom de document? Succession Valmont, révision stratégique. C'était l'intitulé du dossier que j'ai caché à La Rochelle. Il contenait des modifications apportées par Étienne sans mon approbation, des signatures falsifiées, peut-être, des transferts de propriété, et surtout une clause qui me retirait toute capacité de veto. Ce dossier est une preuve, une bombe. Si je le retrouve, ils ne pourront plus cacher la vérité. Claire se leva. Alors c'est là qu'on va, demain. On se repose, on récupère, et on met fin à cette chasse. Julien acquiesça. Il n'était plus un homme sans mémoire. Il était un homme en quête de réparation. Et il n'était plus seul. Le lendemain, dès l'aube, Claire et Julien quittèrent la cabane de chasse avec prudence. La nuit passée dans ce refuge délabré leur avait permis de reprendre des forces, mais la fatigue accumulée se lisait sur leur visage. Aucun mot superflu n'était échangé. Leur objectif était clair. Atteindre La Rochelle, retrouver la maison de campagne des Valmont, y pénétrer sans attirer l'attention et localiser le coffre où Julien croyait avoir dissimulé les documents susceptibles de faire éclater la vérité. Ces papiers n'étaient plus une hypothèse. Ils représentaient désormais une certitude à laquelle s'accrocher, une promesse de réponse dans une mer de dissimulation et de mensonges. Ils gagnèrent la ville à pied, puis en autocar, évitant les grandes gares et les points de contrôle. Julien avait troqué ses vêtements contre des habits encore plus modestes, achetés à la hâte dans un marché de banlieue.
Il marchait avec une légère boiterie, conséquence d'une mauvaise chute dans la forêt, mais il refusait d'être ralenti. Claire gardait les yeux sur la route, les sens aiguisés. Chaque regard croisé dans la rue, chaque passant pressé, chaque véhicule à l'arrêt faisait l'objet d'une évaluation immédiate. Il ne pouvait se permettre aucune erreur. La maison se trouvait en périphérie de la ville, cachée derrière un mur de pierre grise, envahi par la mousse. C'était une bâtisse de 2 étages, aux volets clos, au jardin en friche, oublié par le temps mais encore digne. Aucun signe de vie depuis des années, si ce n'étaient les marques laissées par les intempéries. Claire passa le portail rouillé sans difficulté. Julien, lui, s'arrêta un instant en voyant la façade. Ses yeux parcouraient les détails avec une attention troublante, comme si chaque élément réveillait en lui une image, une voix, un souvenir flou. Ils entrèrent par une porte secondaire, dont Julien connaissait encore le code de sécurité. À l'intérieur, l'air était sec, chargé de poussière et d'un parfum d'abandon. Mais les meubles étaient encore en place, les objets inchangés. Claire resta près de l'entrée, tandis que Julien traversait les pièces lentement, comme s'il saluait des fantômes silencieux. Il s'arrêta devant une bibliothèque massive, sculptée dans un bois sombre. « C'est ici », dit-il. Il écarta les livres d'un des rayons, repéra un panneau de bois légèrement décalé. Avec effort, il l'ôta, révélant une cavité étroite au fond du meuble. Claire s'approcha. Il passa la main à l'intérieur, fouilla à tâtons. Il y avait une petite boîte métallique, grise, fermée à clé, mais rien. Le vide. La cavité était là, intacte, mais le contenant avait disparu. Julien recula, le visage fermé. « Ils sont venus avant nous. Tu es sûr que c'était là ?»« Absolument. Je me souviens même de la manière dont je l'ai posé. Mais quelqu'un savait. Quelqu'un d'autre connaissait cette cachette. » Claire fit le tour de la pièce, cherchant un indice. Elle ouvrit les tiroirs du bureau, examina les plaintes, retourna le tapis. Julien, lui, était resté debout, figé. « Attends, » murmura-t-il soudain. Il y avait une clé. Pas pour cette boîte, mais pour un autre compartiment. Je l'avais dissimulée dans une poutre juste au-dessus de la cheminée. Une fente minuscule. Il s'approcha de l'âtre éteint, monta sur une chaise, passa les doigts entre les jointures. Après quelques secondes, un cliquetis se fit entendre. Une petite clé tomba au sol. Claire la ramassa. « Tu sais où elle mène ?»« Oui, à un coffre encastré dans le plancher du salon. Celui qu'on n'ouvrait presque jamais. Trop compliqué, disait mon père, trop vieux. Mais moi, je m'en servais parfois, pour y déposer des documents. C'était discret, car personne n'y pensait. Ils déplacèrent le tapis du salon, soulevèrent une trappe métallique rouillée, révélant un compartiment encastré, couvert de poussière et de toiles d'araignée. Julien inséra la clé dans la serrure. Elle tourna avec résistance, mais céda. Le couvercle s'ouvrit. À l'intérieur, une boîte de métal et une enveloppe épaisse. Claire tendit la main, attrapa le contenu. La boîte contenait des copies de contrats, des tableaux de succession, des actes notariés, et surtout, plusieurs lettres manuscrites, signées de la main de différents membres de la famille Valmont, dont Étienne. Julien s'assit, la boîte sur les genoux, les doigts tremblants. Voilà ce qu'il ne voulait pas que je voie, ou que je montre. Il ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, un document qui semblait plus récent que les autres, daté de 3 semaines avant sa disparition. C'était un projet de transfert de propriété massif, dans lequel la majorité des biens de la branche principale des Valmont passait sous le contrôle d'une fondation de transition présidée par Étienne Valmont. Le tout était rédigé de manière légale, mais une clause mentionnait que le transfert ne prendrait effet qu'en cas d'incapacité prolongée ou disparition reconnue de M. Armand de Valmont. Claire lut à son tour en silence. Elle comprenait maintenant. La disparition de Julien n'était pas un acte de vengeance personnelle ou un accident malheureux. C'était une opération froide, planifiée pour correspondre à une stratégie légale. Le scénario de la perte de mémoire, les tentatives de capture, les hommes dans le train, tout visait un seul but, empêcher Julien de revenir à temps pour invalider ce transfert. « Tu as des preuves maintenant, dit-elle. »« Oui, et je sais comment m'en servir. Il faut que je prenne contact avec quelqu'un en qui j'ai confiance, quelqu'un de l'intérieur, pas un avocat officiel, un vieil homme. Victor, l'ancien majordome. Il me croyait, il me respectait. Et surtout, il sait comment agir sans bruit. Tu sais où le trouver? S'il est encore en vie, il doit être à Paris. Il n'a jamais quitté la capitale, je vais le retrouver.
Claire referma la boîte, la glissa dans son sac, enroula les papiers dans une housse imperméable. « Alors on va à Paris, et cette fois ce ne sera pas pour fuir. » Julien acquiesça. La peur n'avait pas disparu, mais une détermination nouvelle habitait ses gestes. Il ne s'agissait plus seulement de retrouver son passé. Il s'agissait désormais de reprendre ce qui avait été volé, avec méthode, preuves et vérité. Le voyage vers Paris fut discret, méthodiquement planifié. Julien et Claire prirent un train régional au départ d'une petite station hors des circuits principaux, évitant les grands axes surveillés. À chaque correspondance, Claire se chargeait d'acheter les billets, choisissant des itinéraires détournés, toujours dans des gares différentes. Julien restait en retrait, le visage partiellement dissimulé par une casquette et des lunettes ordinaires, choisies exprès pour brouiller toute reconnaissance visuelle. Il ne parlait que lorsque c'était strictement nécessaire, échangeant des regards brefs, s'assurant que personne ne les suivait. Ils atteignirent Paris en fin de matinée, un jour de semaine ordinaire, sous un ciel gris chargé de pluie. Julien, qui avait autrefois vécu ici dans un appartement discret du 16e arrondissement, avait décidé de ne pas y retourner. Trop exposé, trop évident. Il connaissait un hôtel modeste du 11e, tenu par un vieil ami du personnel de maison. C'est là qu'ils s'installèrent, dans une chambre simple, 2 lits, pas de luxe mais suffisamment de confort pour se reposer et préparer la suite. Julien n'attendit pas. Il utilisa un téléphone à carte prépayée pour appeler un numéro qu'il connaissait par cœur. Une voix répondit après 2 sonneries, grave, lente, reconnaissable entre mille. « Monsieur Armand ? Victor, c'est moi. J'ai besoin de vous. » Il n'y eut pas de pause, pas de question. Le vieil homme comprit immédiatement. Il donna un lieu, un horaire, une serre abandonnée du jardin de l'ancienne maison familiale, fermée depuis des années, mais dont il possédait encore les clés. Ce serait discret. Hors des regards. L'après-midi même, Julien et Claire s'y rendirent à pied. Victor les attendait déjà, âgé, le dos voûté, mais l'œil encore vif. Lorsqu'il vit Julien, il ne dit rien. Il l'enlaça brièvement, comme on serre un fils prodigue, puis les fit entrer. À l'abri des regards, Julien raconta tout. L'accident, l'amnésie, la fuite, les hommes à leur trousse, la boîte à La Rochelle. Il montra les documents, les lettres, les clauses falsifiées. Victor lut tout avec une lenteur méthodique. Lorsqu'il eut terminé, il hocha la tête. « Ce que vous possédez ici est une arme. Étienne pensait que vous ne reviendriez pas. Il a misé sur le silence, pas sur la vérité. Et maintenant, il organise un dîner. Dans 3 jours, un événement privé, très sélect. Il y réunira les principaux alliés de la famille, financiers, magistrats, quelques personnalités politiques. Il compte y annoncer officiellement que vous êtes déclaré disparu et que la direction du patrimoine des Valmont lui revient intégralement. » Claire réagit aussitôt. « Il faut y aller, l'arrêter devant tous, montrer les documents, révéler sa tentative de prise de contrôle. » Victor sourit faiblement. « Ce serait spectaculaire, mais risqué. Ils ne vous attendent pas. Si vous arrivez sans préparation, ils vous feront taire. » Julien se leva, marcha lentement entre les tables couvertes de feuilles mortes. « Il ne s'agit pas seulement de reprendre ce qui m'appartient. Il s'agit de démontrer que ce genre de trahison ne peut se dissimuler derrière les murs d'un salon. » Il se tourna vers Victor. « Pouvez-vous nous y faire entrer ?» Le vieil homme acquiesça. « J'ai encore accès aux invitations. J'en ajouterai 2. Officiellement, vous serez un contact genevois et son assistante. Vous devrez porter des tenues appropriées. Pas d'erreur possible. Et les documents. Je les ferai authentifier par un notaire indépendant demain. Ils seront conservés en lieu sûr. Vous en porterez des copies scannées, certifiées, sur clé chiffrée. Au moindre problème, le notaire lancera une procédure de contestation devant le conseil de succession. » Le plan prit forme rapidement. Julien et Claire quittèrent la serre en fin d'après-midi. Le lendemain, ils passèrent chez un tailleur discret recommandé par Victor. Julien fut équipé d'un costume sobre mais élégant. Claire reçut une robe noire, simple, coupée avec soin ainsi qu'un manteau long. Rien de voyant, mais suffisant pour entrer sans attirer l'attention. Le soir du dîner arriva. L'événement se tenait dans un hôtel particulier du 8e arrondissement. Des berlines noires défilaient devant la façade illuminée. Des hommes en uniforme guidaient les invités vers le hall d'entrée. Julien et Claire descendirent d'un taxi commun, sans se distinguer. Victor les attendait près du vestiaire. Il leur remit discrètement des badges d'invités. Une fois à l'intérieur, l'atmosphère était feutrée, presque étouffante.
lustres imposants, murs ornés de tableaux anciens, conversations en murmures. Étienne apparut peu après leur arrivée. Grand, charismatique, le sourire parfaitement dosé, il salua les invités d'un geste de main assuré. Il serrait des mains, plaisantait, distribuait des regards approbateurs. Personne ne semblait s'interroger sur l'absence d'Armand. Il n'était plus qu'un souvenir soigneusement gommé du tableau familial. Julien et Claire restèrent à distance, observant. Quand le dîner fut servi, ils prirent place parmi les convives, se fondant dans le décor. Claire analysait les visages, les attitudes. Julien restait concentré. Il n'avait jamais été aussi calme. Il avait cessé de fuir. Il était revenu, et cette fois, il allait parler. À la fin du repas, Étienne se leva pour porter un toast. Il remercia les convives de leur soutien, rappela l'importance de l'unité familiale, souligna les défis des temps modernes, puis annonça officiellement la consolidation du leadership Valmont. L'expression était polie, mais signifiait une seule chose. Il prenait la tête du domaine. Il termina par une phrase lourde de sens. « En l'absence de notre cher Armand, dont le destin tragique restera à jamais un mystère, il nous appartient de poursuivre son œuvre avec dignité. » Ce fut à ce moment-là que Julien se leva. « Vous avez raison, Étienne. Il est temps de rétablir la dignité. » Un silence s'abattit sur la salle. Tous les regards se tournèrent vers lui. Étienne resta figé, les yeux fixés sur cet homme qu'il croyait à jamais hors jeu. Julien s'approcha lentement, plaça une clé USB sur la table centrale. Voici la vérité, les documents falsifiés, les signatures truquées, les transferts illégaux, vos lettres, vos manœuvres, vos alliances. Tout y est. Claire le rejoignit, debout à ses côtés. Elle sortit un petit dossier de son sac, le posa à côté de la clé. Toutes les preuves ont été enregistrées, vérifiées, prêtes à être transmises à la presse, à la justice et à chaque invité ici présent. Si une seule tentative est faite pour interrompre ce processus, elles seront publiées dans l'heure. Étienne tenta de parler, mais ses mots furent noyés par le brouhaha croissant. Certains convives se levèrent, d'autres reculèrent, plusieurs quittèrent la salle discrètement. Le choc était total. Julien, resté droit, ne cria pas, ne se défendit pas. Il exposa simplement, point par point, les faits, les preuves, les intentions. Lorsqu'il termina, il regarda Étienne dans les yeux. « Je ne réclame pas vengeance, je réclame vérité. » Et ce soir-là, dans ce salon où l'héritage Valmont semblait déjà scellé, la vérité reprit sa place. Le lendemain du dîner, Paris se réveilla avec une tension suspendue dans l'air. Pour ceux qui avaient assisté à la scène dans le salon du 8e arrondissement, il ne s'agissait plus d'un simple affrontement familial. Ce qu'ils avaient vu la veille était la mise à nu d'une machination parfaitement construite, défaite par la seule volonté d'un homme revenu du néant avec des preuves irréfutables et la détermination de ne pas se laisser effacer. Julien, ou plutôt Armand de Valmont, avait exposé son cousin avec une précision glaçante, sans artifice, sans excès, mettant fin à des mois de manipulation. La nouvelle ne figurait pas encore dans les journaux, mais les réseaux informels, les cercles privés, les couloirs des cabinets d'avocats et les groupes financiers murmuraient déjà la chute d'Étienne Valmont. Dès les premières heures du jour, Victor confirma à Julien que les documents avaient été sécurisés, que les copies avaient bien été envoyées à des avocats et à 2 journaux d'investigation selon le plan convenu. Le notaire avait validé leur authenticité et un recours officiel contre les décisions de succession enregistrées par Étienne était déjà en cours. Armand, selon toute probabilité, serait rétabli dans ses droits dans un délai très court. Les alliés d'Étienne, présents au dîner, n'avaient pas tardé à réagir. Certains s'étaient désolidarisés de lui publiquement. D'autres avaient discrètement annulé des réunions ou demandé à ce qu'on efface leur nom de certaines lettres de soutien. L'édifice bâti par Étienne sur le dos de son cousin se fissurait rapidement. Claire, quant à elle, gardait une distance prudente. Elle avait assisté à toute la scène avec une lucidité implacable, observant les visages, les postures, les reculs progressifs dès que le doute s'installait dans l'esprit des convives. Elle n'avait pas agi par orgueil ou par sens de la justice. Elle l'avait fait pour Julien, pour qu'il puisse enfin sortir de cette spirale de traque et de manipulation. Mais à présent, dans cette ville étrangère, elle commençait à sentir le poids du décalage entre leurs mondes. Julien, désormais Armand dans toute sa stature retrouvée, reçut des appels incessants. Avocats, membres de la famille, partenaires d'affaires, journalistes.
Tous voulaient l'entendre, l'interviewer, le rencontrer. Il refusa poliment chaque demande. Il n'avait rien à ajouter pour l'instant. Il voulait du silence, du recul. Et surtout, il voulait comprendre, au-delà des faits juridiques, ce que cette épreuve avait révélé sur lui-même, sur les siens, sur ce monde qu'il croyait maîtriser. Il proposa à Claire de le suivre dans l'un des anciens bureaux de la fondation familiale, fermé depuis des mois. Un lieu discret, protégé, où il pourrait lire, trier, classer les documents retrouvés. Elle accepta. Ils y passèrent la journée entière. Julien relisait certaines lettres avec lenteur, retrouvant le ton d'Étienne, analysant ses mots, ses tournures, ses silences. Tout y était. La volonté de contrôle, la stratégie du paraître, l'éloignement progressif de ceux qui ne se pliaient pas aux plans établis. Vers la fin de l'après-midi, alors que Claire classait une pile de documents dans une armoire métallique, Julien s'approcha. « J'ai longtemps cru que la trahison la plus douloureuse venait des ennemis. Mais non. Elle vient de ceux à qui on aurait tout donné sans condition. » Claire ne répondit pas tout de suite. Elle ferma doucement le tiroir, se retourna vers lui. « Et pourtant, c'est de là que viennent aussi les plus grandes forces. Tu n'aurais pas tenu sans la colère que cette trahison a réveillée en toi. Elle t'a obligé à revenir, à comprendre, à te battre. » Julien la regarda en silence. Il pensait aux jours passés dans la grange, à la première nuit dans la forêt, au silence partagé dans la cave, aux plans établis dans l'urgence. Il ne pouvait plus ignorer ce que Claire avait représenté. Elle n'était pas une simple alliée de circonstances. Elle avait été sa colonne vertébrale dans le chaos. Le soir venu, Victor leur remit un dossier préparé par un avocat. Le document annonçait que dès le lendemain, Julien serait officiellement réintégré comme héritier légitime de la lignée Valmont. Le conseil avait statué en urgence face à la gravité des preuves. Étienne, désormais isolé, ferait probablement l'objet d'une enquête pour falsification de documents, abus de confiance et tentative d'expropriation frauduleuse. Julien lut les mots sans émotion visible. Il remercia Victor, serra la main du vieil homme et sortit avec Claire dans les rues nocturnes de Paris. Ils marchèrent en silence jusqu'à un petit parc désert. Il s'assit sur un banc. Elle resta debout, face à lui. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. Il leva les yeux vers elle. « Maintenant, on me rend tout. Mais est-ce que je veux vraiment tout reprendre? Ce monde, ces règles, cette image qu'on attend de moi. Je ne suis plus exactement cet homme. »« Non, tu ne l'es plus, » répondit Claire. « Mais tu peux choisir ce que tu veux garder et ce que tu veux laisser derrière. Ce pouvoir-là, personne ne peut te l'enlever. » Il sourit faiblement. Elle disait vrai. On lui avait volé une identité, mais dans ce processus, il en avait reconstruit une autre, plus consciente, moins figée dans les codes de sa naissance. « Tu veux rester à Paris ?» demanda-t-elle. « Non, pas longtemps. Je dois y rester quelques jours pour clore certaines affaires, mais je veux retourner là où tu m'as trouvé. » Ce n'était pas qu'un accident, c'était un point de rupture, et peut-être aussi un point de départ. « Je rentrerai bientôt à la ferme. Je viendrai te voir. Tu n'as pas à le promettre. Je ne promets rien. Je te dis ce que je veux faire. » Elle hocha la tête. Il n'y avait rien à ajouter. Cette nuit-là, chacun regagna son hôtel. Julien resta seul dans sa chambre pendant des heures, relisant les lettres de sa mère, retrouvées dans la boîte de La Rochelle. Des mots doux, des conseils sur la responsabilité, la droiture, la méfiance envers les apparences. Il comprenait à présent que, malgré le luxe et la puissance, il n'avait jamais vraiment saisi la complexité de sa propre famille. Et pourtant, il avait survécu à la tentative d'effacement. Il avait affronté le mensonge. Il avait reconquis son nom sans vengeance. Le lendemain, il signerait les papiers, restaurerait sa position. Mais il savait déjà que quelque chose en lui avait définitivement changé. L'héritier de Valmont n'était plus le même. Les formalités furent achevées en moins de 3 jours. Dans une salle sobre d'un cabinet d'avocats situé au centre de Paris, Julien apposa sa signature sur les documents qui confirmaient sa réintégration officielle en tant qu'unique héritier légitime des biens et responsabilités de la famille Valmont. La décision du Conseil de Régence n'avait souffert d'aucune contestation sérieuse, tant les preuves étaient accablantes. Étienne, informé du verdict, avait disparu de la scène publique. Son silence, interprété comme un aveu, permit à l'affaire de se clore sans scandale judiciaire immédiat. Julien n'avait exigé ni poursuite, ni dédommagement. Il avait voulu la vérité, et maintenant qu'elle était exposée, il n'avait aucun intérêt à nourrir la presse ou les tribunaux.
Durant ces jours d'intense activité administrative et légale, Claire resta à l'hôtel. Elle ne participa à aucune des réunions, ne figura dans aucun registre. Julien l'en informa régulièrement, par souci de loyauté, mais sans l'y entraîner. Il savait que ce monde ne lui appartenait pas. Elle ne le lui avait jamais dit explicitement, mais il l'avait compris dès leur arrivée à Paris. Elle y marchait comme une étrangère, attentive mais détachée, comme si chaque pas dans les rues haussmanniennes était une parenthèse qu'elle acceptait sans jamais l'embrasser pleinement. Une fois les signatures apposées et les clés du patrimoine remises, Julien demanda à Claire un moment en dehors du protocole. Ils se retrouvèrent dans un café discret, loin du tumulte, dans une rue secondaire que seuls les habitués fréquentaient. Il portait un manteau noir, sobre, un costume bien taillé. Elle, une veste de laine et une robe foncée, simple, élégante, sans chercher à impressionner. « C'est terminé », lui dit-il dès qu'elle s'assit. « Tout est redevenu officiel. Je suis de nouveau Armand de Valmont, chef de la branche aînée, responsable de domaine, d'employés, de comptes, de propriétés, de décisions. » Elle hocha la tête sans répondre. « Mais je ne suis plus cet homme. Je ne peux pas l'être. Il ne me ressemble plus. » Claire le regarda, attentive. « Tu veux dire que tu vas tout abandonner ? » ?»« Non. Ce serait trop simple. Et ce serait lâche. Je vais reprendre ce qui doit l'être. Les responsabilités réelles, les décisions à long terme, le lien avec les gens. Mais le reste, les réceptions, les titres, les apparences, les jeux d'influence, je n'en veux plus. Et tu comptes faire ça depuis Paris, ou tu as une autre idée en tête ? Il esquissa un sourire. J'ai réfléchi. J'ai envie de retourner dans le sud. Pas à la ferme directement, je ne veux pas m'imposer chez toi. Mais pas loin. J'ai demandé à Victor de me trouver une propriété modeste près du village, une maison assez grande pour y vivre et y travailler, assez petite pour qu'on m'oublie. Claire prit une gorgée de café, silencieuse. Pourquoi là-bas ? Parce que c'est là que j'ai été sauvée. Parce que c'est là que j'ai compris que je n'étais pas le rôle qu'on m'avait imposé. Parce que c'est là que j'ai pu, pour la première fois depuis des années, exister sans avoir à prouver ma valeur. Elle le fixait, sans émotion apparente. Et tu crois que tu peux vivre comme un homme ordinaire ? Je ne suis pas un homme ordinaire, mais je peux choisir une vie simple. Cela ne veut pas dire renoncer à ce que je suis. Cela veut dire le redéfinir. Et qu'attends-tu de moi dans ce choix ? Il hésita une seconde, puis répondit sans détour. Rien. Je ne te demande rien. Je veux seulement que tu saches que cette décision existe aussi grâce à toi, que je veux être proche mais sans imposer. Si tu veux que je parte, je partirai. Si tu veux que je resterai. Mais je n'attends ni dette, ni promesse. Claire détourna les yeux un instant. Elle observa la rue à travers la vitre, les passants pressés, les taxis, la pluie fine. Ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je le jugeais juste, pas pour une récompense, pas pour obtenir quelque chose. Tu n'as pas à me remercier, et pourtant je te dois tout. Elle se tourna à nouveau vers lui, plus douce. Si tu veux t'installer près du village, fais-le. Tu seras bienvenu. Mais n'attends pas de moi que je change de vie du jour au lendemain. Ma place est là-bas, entre les champs, les bêtes, les jours simples. Je ne suis pas faite pour les dilemmes d'un monde qui ne m'a jamais accepté. Je n'attends rien, je propose. Le reste viendra comme il doit venir. Ils restèrent là encore 1 heure, parlant peu. Ils n'avaient plus besoin de longues phrases. L'essentiel avait été dit. Julien comprenait que Claire avait besoin de retrouver son espace, son rythme, sa liberté. Et Claire comprenait que Julien n'avait plus besoin de paraître. Il avait retrouvé sa dignité non dans un trône ou un héritage, mais dans une série de gestes simples et vrais. Le lien qui les unissait n'était plus celui d'un secret partagé ou d'un danger affronté ensemble. C'était un lien plus subtil, fait de respect mutuel, de reconnaissance profonde, de quelque chose de ténu mais de solide. Avant de se séparer, Julien lui tendit une enveloppe. À l'intérieur, les documents prouvant l'achat d'une maison située à 5 km de la ferme de Claire. Une maison modeste, ancienne, en pierre, à rénover. Il avait signé l'acte la veille. « Tu n'as pas besoin de venir m'y voir, mais si un jour tu veux, tu sauras où me trouver. » Elle ne répondit pas. Elle prit l'enveloppe, la rangea dans son sac puis l'embrassa sur la joue avant de partir. Julien la regarda s'éloigner dans la rue, son pas ferme, sa silhouette droite. Il resta là un moment avant de reprendre son chemin, plus léger. Paris ne le retiendrait pas. Sa place, désormais, n'était pas dans les salons ni dans les réunions de gestion. Sa place était là où tout avait commencé.
non pour fuir mais pour construire. Quelques semaines plus tard, au cœur d'un hiver discret, le vent s'était apaisé dans les collines du Périgord. La lumière pâle du matin glissait lentement sur les champs endormis, les arbres nus et les toits couverts d'humidité. La routine avait repris son cours à la ferme Moreau. Claire se levait avant l'aube, préparait le café pour son père, vérifiait les clôtures, nourrissait les animaux. Rien n'avait vraiment changé dans l'apparence de sa vie, mais un détail nouveau persistait à habiter ses pensées. La silhouette qu'elle voyait parfois au loin, sur le chemin en terre menant vers la nouvelle maison en rénovation, à quelques kilomètres de là. Julien, ou plutôt comme il se faisait appeler à présent Julien Moreau, avait tenu parole. Il s'était installé dans une ancienne propriété bordant un terrain boisé, autrefois inhabité depuis des années. Il avait fait appel à des artisans locaux, avait conservé l'architecture d'origine, refusant tout luxe ou modification extravagante. Il voulait une maison fonctionnelle, solide, chaleureuse. Chaque pierre posée, chaque poutre remise à neuf portait le signe d'un homme qui avait compris la valeur du concret, du durable. Il ne s'était pas présenté en ville en tant que comte ou héritier. Il s'était inscrit à la mairie sous le nom de Julien Moreau, sans titre, sans fanfare. Il avait déclaré vouloir s'installer dans la région, investir dans l'agriculture locale, soutenir les petits producteurs. Rapidement, les gens du coin, d'abord méfiants, commencèrent à l'accepter. Il ne cherchait pas à se faire aimer. Il ne parlait pas de son passé. Il écoutait, posait des questions pertinentes et surtout respectait les rythmes du lieu. Claire l'observait à distance, fidèle à sa discrétion. Elle ne cherchait pas à s'impliquer dans ses affaires. Ils se croisaient parfois au marché, échangeaient quelques mots simples. Un jour, il vint déposer une caisse de légumes devant sa porte, avec un mot « en trop, mais bon ». Elle répondit en lui envoyant un pot de confiture maison. Pas de déclaration, pas de geste attendu. Une communication silencieuse, naturelle, sans pression. Julien, de son côté, avait entrepris de créer un petit centre de formation pour les jeunes agriculteurs. Il souhaitait transmettre les savoirs qu'il avait appris durant ses études, mais aussi intégrer les techniques locales, celles que Claire maîtrisait depuis toujours. Il demanda un jour à Luc s'il voulait venir travailler avec lui. Le jeune homme accepta sans hésitation. Claire ne s'y opposa pas. Elle savait que Luc apprenait vite et qu'il avait besoin de perspectives nouvelles, et elle savait aussi que Julien ne trahirait jamais la confiance qu'elle lui avait donnée. Avec le temps, les habitants du village commencèrent à parler de Julien Moreau comme d'un homme bon, discret, mais déterminé. Il avait restauré non seulement une maison, mais aussi une part de la dynamique locale. Il soutenait les producteurs en difficulté, aidait à la mise en place de circuits courts, finançait discrètement les réparations d'une école. Jamais au nom d'une fondation, toujours à son propre nom, en toute simplicité. Un jour de printemps, Claire reçut une lettre, manuscrite, sans enveloppe prétentieuse. Julien y expliquait qu'il avait décidé de vendre une partie des terres Valmont dans le nord du pays, celles qui ne servaient plus à rien d'autre qu'à enrichir des sociétés anonymes. Il voulait investir cet argent dans un fonds local, pour les jeunes du coin qui souhaitaient créer une entreprise agricole ou artisanale. Il ajoutait que le fonds porterait le nom de sa mère, mais que le projet n'était possible que grâce à ce qu'il avait appris chez elle, Claire, sur la valeur du travail réel, du silence et de la confiance. Elle ne répondit pas. Mais la semaine suivante, elle l'invita à dîner. Il vint sans costume, sans montre, simplement vêtu, les mains dans les poches. Le repas fut modeste, potage, pain, fromage. Ils parlèrent peu, mais l'essentiel était là. Il proposa de l'aider pour les travaux du printemps. Elle accepta. Ils fixèrent les dates, les tâches à organiser. Rien n'était dit au-delà de cela. Mais à mesure que les mois passaient, Julien passa de plus en plus de temps à la ferme. Il connaissait le nom des vaches, savait réparer les clôtures, conduisait le tracteur sans difficulté. Il partageait le déjeuner avec Luc, discutait avec le père de Claire, écoutait les histoires du passé. Il n'était plus l'homme inconnu de la route de gravier. Il n'était plus le Valmont blessé, l'héritier oublié. Il était Julien. Et dans les yeux de ceux qui l'entouraient, il n'avait pas besoin d'être davantage. Claire, de son côté, n'avait jamais cherché à enfermer ce lien dans des définitions. Elle ne parlait pas de sentiments, ne posait pas de conditions. Mais lorsqu'elle parlait de lui à d'autres, elle utilisait toujours le même mot, voisin. Et pourtant, tout dans sa manière de l'accueillir, de travailler à ses côtés, de partager les silences du soir, indiquait autre chose. Une proximité choisie, forgée dans l'épreuve,
consolidé dans la routine. Les gens du village s'habituèrent à voir Julien marcher aux côtés de Claire sur les marchés, discuter avec elle à voix basse devant les étals, l'attendre lorsqu'elle allait chercher du bois. Ils n'étaient pas un couple, mais ils n'étaient pas séparés. Ils étaient deux existences qui avaient fini par s'entrelacer sans forcer les choses, portés par un respect réciproque et une volonté commune de simplicité. 1 an après son installation, Julien organisa une petite fête dans sa propriété. Il y invita tous les voisins, les artisans, les agriculteurs, les familles. Rien de formel, pas de discours, juste de la musique, des plats préparés ensemble, du vin local. Claire y vint avec son père et Luc. En fin de soirée, alors que la plupart des invités étaient déjà partis, Julien s'approcha d'elle. « Je n'ai jamais voulu disparaître, mais je suis reconnaissant d'avoir eu à tout recommencer. » Claire le regarda. « Ce n'est pas une disparition qui t'a défini, c'est ce que tu as fait ensuite. » Il acquiesça. Et dans ce moment suspendu, il n'y eut ni serment ni promesse, juste la confirmation tranquille que 2 vies venues d'horizons opposés pouvaient converger sans s'annuler. Le lendemain, la rumeur circulait déjà au village. Julien Moreau et Claire Moreau, sans papier ni annonce, partageaient désormais bien plus qu'un voisinage. La ferme de Claire, autrefois isolée et silencieuse, devenait un point de rencontre, d'échange, d'avenir. Le nom Valmont, lui, n'était plus mentionné. Il appartenait à une autre époque, à une autre vie.